I am the master of my fate. L'important n'est pas ce que tu es, Captain, my captain. mais ce que tu as choisi d'être. I am the captain of my soul. Bonjour et bienvenue dans le deuxième épisode de Capitaine au Capitaine, le podcast pour avancer dans sa quête de sens, comprendre les transitions et redevenir capitaine de sa vie. Ce mois-ci, je reçois Nadalette Lafonta, conférencière et écrivaine, la seule femme au monde à avoir grandi de 6 cm à l'âge de 60 ans. Alors si vous ne connaissez pas encore Nadalette, sachez que sa vie est aussi originale que son prénom. Sa capacité de rebond défriserait un mouton. Elle est écrivaine, passeuse de mots et habite Arcachon. Sa personnalité pétille autant que sa passion. Ses livres sont des inspirations et les vues de ses vidéos se comptent en millions. Ancienne responsable de Renault, Apple, IBM, elle ne voulait plus être un pion. Là où nous voyons des problèmes, elle voit des solutions. Inspirer son époque du bout de sa plume est devenue sa mission. Bonjour Nadalette. Bonjour capitaine. Merci de nous recevoir chez toi, ici à Arcachon, on est dans ton appartement. Et avant d'entamer notre discussion, je voudrais te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, qui ne connaissent pas ton histoire. Et comme tu as déjà beaucoup décrit ton parcours dans tes vidéos, dans tes livres, je t'ai préparé un petit résumé et puis je te laisse compléter en réaction. Ok, vas-y. Alors, tu décris ta vie d'avant comme la vie de Superwoman, la femme puissante, un poste à haute responsabilité, 3 filles, les loups-boutins, une vie intense, tu es en haut de l'échelle sociale, tu enchaînes les voyages professionnels tout en organisant la vie familiale, mais ton corps te donne des signes de fatigue et tu n'entends pas les alertes qui te rappellent de t'occuper de toi, de tes besoins et de cette scoliose notamment qui dégénère. 14 octobre 2014, tu te réveilles avec 2 tiges de titane autour de la colonne vertébrale, c'est ce que l'on appelle une arthrodèse, et on t'annonce que pendant l'opération, ta moelle épinière a été lésée, que tu ne remarcheras jamais plus. Dès le lendemain, tu décides d'ignorer ce diagnostic et commences un long combat pour d'abord retrouver des sensations dans la partie inférieure de ton corps, puis à te reverticaliser, puis lentement à remarcher. 9 mois d'hospitalisation où tu apprends à vivre sans tes super-pouvoirs qui faisaient de toi une femme si forte en apparence, l'apprentissage difficile de la vulnérabilité, de la dépendance vis-à-vis des tiens que tu portais à bout de bras il y a encore si peu. 9 mois et certainement davantage à apaiser la colère de ce qui t'arrive, à dompter tes peurs, à faire des deuils, danser le rock'n'roll que tu aimais tant, courir, tes ambitions passées, l'insouciance de la normalité. La vie sera désormais plus lente, plus douloureuse, plus compliquée, mais tu décides de faire de ce pépin une pépite. Tu décides que, même si tu as un handicap, tu ne seras pas handicapé, que cette nouvelle vie est une chance qui t'est offerte, que tu vas saisir cette chance, et tu décides de réaliser ce que tu as au fond de toi depuis tant d'années, de réveiller ce talent et ce goût pour l'écriture. Tu deviens écrivaine, et dans ton premier livre, Le roseau penchant, tu témoignes de ton parcours, de ton opération, et des apprentissages que tu en dégages. Comme une thérapie confessionnelle, tu livres à tes lecteurs le creux de ton intimité. Dans ton second ouvrage, qui vient de paraître, Nos tempêtes sont à la hauteur de nos rêves, merci d'ailleurs pour le clin d'œil involontaire à l'univers des capitaines, tu souhaites inspirer les personnes qui se sentent bloquées dans une situation qui ne leur convient plus, convaincues qu'être capitaine de sa vie est à la portée de toutes et tous. Est-ce que ça résume bien un petit peu ? Assez bien. Assez bien. Qu'est-ce que tu aimerais rajouter ou... Je ne crois pas que j'aimerais rajouter autre chose. Oui, j'ai un handicap et je ne suis pas mon handicap, là c'est clair. De même que j'ai un âge, mais je ne suis pas mon âge. Ce que je pourrais rajouter peut-être, c'est que... mon Dieu, cet accident opératoire, certes, m'a coupé les jambes, mais m'a ouvert la plume. Et la plume, je ne m'y étais jamais autorisée avant 2017. Et ça a été une révélation et un vrai bonheur pour moi. Donc, j'allais dire que je n'ai pas un mérite excessif à être heureuse de ma vie aujourd'hui, parce que l'écriture me nourrit et me donne un plaisir insensé dont je m'étais privée auparavant. Ouais, on va le voir, que ça a été une sacrée transition pour toi et que tu as su finalement faire rejaillir les bénéfices cachés de ce qui t'arrivait, ce sur quoi tu avais du pouvoir, tu as décidé de le saisir. Alors on va voir, si tu veux, dans un premier échange, un peu comment tu t'es construite aussi, sur quelles croyances tu en parles, et ça m'intéresse de creuser un peu avec toi le sujet. Alors on va y aller chronologiquement, c'est pas forcément le sujet le plus joyeux, mais tu en parles ouvertement, donc je me permets. À l'âge de 5
5 ans, tes parents t'apprennent que ton frère jumeau est mort à la naissance et que toi, tu t'en es sorti. Et tu te décris dans ton livre un petit peu comment ils t'ont annoncé ça. Et en gros, ce que tu en retires, c'est que tu es à la fois une survivante, mais aussi une meurtrière, parce qu'il t'explique en gros que c'est un peu toi qui l'as écrasé, quoi. Comment... C'était l'un ou l'autre. Hein. Ouais, comment on grandit avec ça? Ce qu'on peut dire, c'est qu'ils ont peut-être fait un peu preuve de maladresse à ce moment-là. Comment tu... On ne peut pas dire qu'ils avaient lu Dolto. Hein. Mais je pense qu'à l'époque, c'était pas de la méchanceté, oui, c'était probablement de la maladresse. Sauf que ça te reste quelque part derrière la tête que tu n'es pas quelqu'un de bon, que tu n'es pas quelqu'un de bénéfique. Et donc, c'est quelque chose que je traînerai pendant un certain temps. Et un temps certain dans ma vie, l'idée que je peux faire mal, que je peux tuer, que je peux détruire, etc. Et enfant, tu n'as pas d'autres images qui viennent, ou d'autres personnes qui viennent t'expliquer que non, c'est pas ça du tout. Donc en effet, je me suis construite avec cette croyance que pour me faire pardonner d'être en vie, il fallait que je donne aux autres beaucoup de soutien, de support, de plaisir, et que j'étais quelque part à leur service pour rattraper ce péché originel. Alors ça n'a pas pour autant, ça m'a pas empêché de vivre, ça m'a pas empêché d'être joyeuse, ça m'a pas empêché d'aimer, ça m'a pas empêché d'être aimée, ça m'a pas empêché de faire des conneries, ça m'a pas empêché de pas grand-chose. Mais ça a été un espèce de petit boulet, un de ces petits boulets qu'on traîne aux pieds et qui réoriente à certains moments la façon qu'on a de considérer son histoire ou d'agir dans cette histoire. Et ça, c'est quelque chose que tu as entrevu récemment, que tu lis, que tu as conscientisé récemment, ou tu l'avais non, déjà? L'histoire de mon frère, je l'ai conscientisée assez vite. Je pense que d'abord, le manque, j'ai dû le sentir très vite. J'allais dire vers 10 ans, 15 ans, je sentais ce manque de ma moitié ou de mon double, je ne sais pas ce que c'était. J'avais en effet des amis, notamment des amis garçons de mon âge, je pense à certains en particulier, avec lesquels j'avais une relation quasi fraternelle et fusionnelle. Et même si je ne le savais pas à ce moment-là, en effet, j'étais en train d'essayer de réparer, de retrouver mon jumeau. Et plus tard, probablement, dans certains de mes amours, j'ai pu chercher un frère qu'un amant, dans certains cas. Maintenant, non, c'est quelque chose qui est resté latent. Et puis plus tard, en effet, quand j'ai été dans des relations professionnelles et parfois en rivalité avec des hommes, j'ai pu être à la fois protectrice par moments, dans des cadres d'entreprise, mais aussi parfois aussi violente, parce qu'en fait, il y a quelque chose qui est assez particulier. Quand tu crées quelque chose, tu as deux façons. C'est d'aller vers ou d'aller hors. Et aller vers, c'était de me mettre dans cette position de tueuse et être odieuse. Et aller hors, c'était servir. Et j'étais toujours dans cette espèce de triangle pervers et toxique où, de toute façon, je n'étais pas dans l'alignement par rapport à moi-même, mais dans un alignement ou un contre-alignement par rapport à l'amant de mon frère. Et c'est peut-être aussi une conséquence, je ne sais pas, mais tu vas nous le dire, mais tu forges aussi, tu en parles, de cette peur de l'abandon, avec laquelle tu grandis, avec laquelle tu te construis. Tu dis abandon de ma moitié, abandon de mon double de naissance, éducation par la vacuité. J'ai oscillé toute ma vie entre la peur d'être abandonné et la peur d'abandonner. Est-ce que c'est aussi ça qui a contribué à ce que tu te forges cette première partie de vie? C'est-à-dire que quand tu vis ton premier couple originel, donc avec ton frère, puisqu'il y a ces 9 mois ou peu que tu passes dans le ventre maternel, le premier homme de ta vie t'abandonne. Bon, alors, après on te dit que tu l'as tué, mais quelque part tu sais aussi que c'est pas totalement vrai et que quelque part il est parti. Donc va après ça faire confiance à ceux qui vont suivre. Tu te dis, bon, dès que c'est un mec, il va me trahir, m'abandonner, etc., que ce soit dans la sphère personnelle ou professionnelle. Et à partir de ce moment-là, et je crois que c'est Lise Bourbeau qui l'explique très bien dans Les 5 blessures de l'âme, tu as deux solutions. Ou tu es abandonné et tu te dis, ah bah oui, ça c'est normal, c'est toujours dans le même schéma, et on est en train de revivre la même chose, et c'est souvent dans le même schéma, et on est en train de revivre la même chose. Ou toi tu te dis, ah bah non, on va pas encore me refaire le coup, et donc c'est toi
qui, encore une fois, comme tu tues, tu abandonnes, et tu pars avant que l'autre t'ait abandonné. Et il y a je me rappelle d'histoires personnelles ou d'accords professionnels où j'ai préféré partir tant que j'étais encore au fait de ma gloire, au fait de la relation, et avant que tout ça se délite. Donc c'était, de toute façon, ça a toujours été, chez moi, une double oscillation entre je vais vers ou je pars hors du système. Et ça a été un très, très, très présent pendant la première partie de ma vie. Et il y a une autre croyance que j'ai relevée, qui a peut-être eu un impact certain sur tes choix, sur la première partie de ta vie. Tu dis, jeune, je considérais que si je voulais arriver à quelque chose dans la vie, il me faudrait de l'argent. Et avec le recul, tu vois ça un peu comme une erreur. Pourquoi c'était une erreur ? Non, je ne dis pas que c'est une erreur, parce que je pense que globalement, l'argent, j'ai une très très grande considération pour l'argent, pas pour l'argent soi-même, mais pour ce qu'il permet. Donc, à l'époque, si tu te replaces dans les années quand même 70, 75, c'était le domaine des années fric, des années frime. Donc, en effet, il était clair que le nerf de la guerre, c'était l'argent. Et dans l'entreprise, les postes de marketing et de communication étaient relativement bien payés. Et en fait, tu changeais d'entreprise pour doubler ton salaire tous les 3 ans. Donc, j'avais bien compris comment le système fonctionnait, que ce système était générateur d'argent, que l'argent était générateur de confort, de sécurité, de pouvoir, de plaisir, d'un certain nombre de choses. Et ça, c'est une réalité. Simplement, ce n'est pas la seule réalité de l'existence. Et l'erreur que j'ai pu faire, c'est de croire que l'argent achetait tout. Et l'argent, en fait, résolvait un certain nombre de problèmes. Il en résout encore. Mais ce n'est qu'un facilitateur parmi d'autres facilitateurs qui peuvent être l'amour, le respect de soi, et bien beaucoup plus haut dans la pyramide de Maslow. Et à ce moment-là, je me suis dit, en effet, la vie n'est pas facile quand tu es femme, la vie n'est pas facile quand tu es étudiante, la vie n'est pas facile pour plein de raisons, mais à partir du moment où économiquement je serai viable et confortable, toutes les autres difficultés vont s'aplanir. Elles ne se sont pas forcément aplanies, mais c'est vrai que ce n'était pas une mauvaise stratégie de prime abord. Après, il était temps, en effet, de réfléchir un peu plus largement. Et aujourd'hui, quel rapport t'entretiens avec l'argent ? Je l'estime totalement nécessaire. Notamment, d'autant plus nécessaire que je vis en situation de handicap. Donc le handicap est quelque chose qui coûte cher, parce que là où les uns et les autres vont aller à pied quelque part, moi je vais devoir prendre un taxi. Enfin bon, il y a toute une série de choses, et ça va me demander d'avoir une douche particulière, ça va me demander de vivre dans des conditions particulières. Donc il est nécessaire pour moi d'avoir de l'argent, et heureusement j'en ai pour vivre avec le handicap. Je le pense totalement nécessaire, mais je ne le mets plus sur un piédestal, c'est-à-dire je ne suis plus dans une quête absolue et exponentielle de l'argent. Je pense qu'il y a un degré où, quand tu as une vie relativement confortable et que tu fais à peu près ce que tu veux, tu n'as absolument pas besoin de gagner plus. Or, quand même, ce qui s'est passé entre mes 20 ans et mes 35-40 ans, c'était toujours gagner plus. C'est-à-dire que je considérais toujours que j'étais jamais assez payé. Ce qui était aussi exact, puisque j'étais moins payé que mes camarades masculins qui avaient des jobs comparables. Donc, on peut dire qu'à l'époque, le gagner plus pour une femme, de toute façon, il était aussi une façon de récupérer les 40% pour lesquels on est sous-payé par rapport à un homme. Mais ce n'est pas la seule légitimité, le seul plaisir, la seule récompense du travail et de ce qu'on peut apporter à la société. Donc, c'est une composante, simplement une composante nécessaire. Ok. On va parler maintenant peut-être de cette transition. Moi, je m'intéresse beaucoup, on parle beaucoup de changement, mais on parle très peu du processus émotionnel, en fait, qu'il y a dans le changement. Toi, il y a un outil qui t'a beaucoup aidé, tu en parles parfois. C'est un outil qui est assez connu, du reste, qu'on utilise parfois aussi dans les formations de management, mais qui est la courbe de deuil d'Elisabeth Kubler-Ross. Voilà, est-ce que tu veux nous en parler ou Oui, on peut tout à fait en parler, d'autant plus que je pense que c'est nécessaire de la défendre, parce qu'elle est quand même extrêmement mise en cause.
et je trouve assez injustement, parce qu'en fait, ce qu'on reproche à Elisabeth Kübler-Ross, c'est de ne pas se l'être appliquée. Mais si on reprochait à tous les philosophes de ne pas s'être appliqué quelque chose, il n'y aurait plus beaucoup de philosophes sur Terre. Alors, Elisabeth Kübler-Ross, c'est une femme qui est née, je ne sais plus quand, mais je pense qu'elle a dû naître au début du siècle dernier, grosso modo. C'est une femme qui a vécu en Suisse, qui a été une spécialiste du deuil, de l'accompagnement des mourants. Et, elle a créé les soins palliatifs. Elle a créé les soins palliatifs et elle a créé cette courbe de deuil qui est en fait une courbe de deuil par rapport à la mort, mais qui est une courbe de deuil qui vaut pour toute épreuve, pour tout ce qui peut nous se passer dans notre vie, qui dit, quand on a un choc, une épreuve ou un deuil, quel qu'il soit, d'abord la seule échelle de cette épreuve, c'est soi-même, et la façon dont on le ressent, et il n'y a pas une épreuve qui soit plus forte ou plus valide ou plus valable que l'autre. C'est simplement le ressenti de chacun qui donne la force de l'épreuve. Et dans l'épreuve, on passe tous par les mêmes stades qui sont d'abord de la colère, de la perte, du chagrin, de la révolte, des phases de négociation. On se dit peut-être qu'il serait possible de garder un peu de ce passé et puis de ne pas, par exemple, souffrir de ce handicap ou d'en souffrir partiellement ou de récupérer quelque chose, etc. Et puis quand cette phase de négociation est un peu avancée, on repasse, parce que c'est cyclique, par des phases de deuil, de colère, de chagrin, tout ça de façon longue, souvent, dans le temps et cyclique, jusqu'au moment où on arrive à un phénomène d'acceptation. Et dans cette acceptation vient en effet la délivrance et la création d'un projet qui a du sens pour soi et une guérison, quelque part, de l'épreuve par une recréation d'une nouvelle vie. Ok. Tu dis, je rembobine un petit peu parce effectivement, tu as parlé de la sidération, le choc, le déni, la colère, la peur, la tristesse, puis des étapes plus rationnelles, d'acceptation, de pardon, de quête de sens, de renouveau. Juste avant, peut-être qu'il y ait cette sidération, ce choc qui, dans ton cas, est lié à cette opération et à la paraplégie qu'on t'annonce à ce moment-là, tu dis qu'il y a eu des signaux faibles. C'était quoi ces signaux faibles que tu n'as pas su entendre, mais que tu as identifiés rétrospectivement ? Alors, je ne sais pas si ce sont des signaux faibles. Il est certain que tout au long de ma vie, il y a eu des... Tu connais ces lumières qu'on allume par intermittence. Il y a des flashs. Tu as des flashs au milieu de ta vie où tu te dis, bon, d'une part, ça et ça dans ma vie, c'est peut-être pas exactement ce que je voudrais, c'est peut-être pas parfait, je voudrais plus, je voudrais mieux, je voudrais autre chose. Et puis, quand tu tires beaucoup sur la machine et que tu n'écoutes pas ces signaux-là, tu vois bien que ton corps a des petites faiblesses. Alors, c'est un jour où tu vas avoir une grippe, c'est un jour où tu vas avoir une angine, c'est un jour où tu vas te retrouver avec une sciatique, c'est un jour où tu vas être fatigué. Et puis, de temps en temps, c'est des jours où ça devient beaucoup plus fort et où, en effet, tu es immobilisé et tu t'aperçois que, en ce qui me concerne, ma scoliose, qui était de quelques degrés, était passée à 20, à 30, à 40 degrés, que je n'arrivais plus à me redresser, etc. Et puis, pour des raisons qu'on ne s'explique pas, mais qui dépendent de chacun, il faut parfois arriver jusqu'à des signaux très forts pour arriver à se rendre compte qu'il est juste temps de changer de route, ou de changer d'objectif, ou de changer de croyance, ou de changer de vie, etc. Toi, ce que tu appelles des signaux faibles, ça dépend vraiment de l'individu. Tu as des individus bornés et engagés par peur de réussir ou par peur d'échouer dans un type de vie comme moi, où il va falloir y aller à la massue pour que j'arrive à comprendre, parce que je ne veux pas avoir tort, je ne veux pas lâcher ce que je maintiens, je ne veux pas donner mon pouvoir, je veux maintenir pour mes proches et les gens que j'aime un certain nombre de choses dont je suis responsable. Donc, pour toutes ces mauvaises raisons, je ne veux pas m'écouter. Puis la peur de perdre aussi, perdre son image sociale, perdre le confort financier peut-être aussi, voilà, on a des choses à perdre. Tout ça. Tout ce que, moi, je ne voulais pas perdre, et en fait, la perte, c'est un truc absolument essentiel et auquel on ne peut pas échapper. On va perdre quelque chose si on veut gagner autre chose. Mais ça, on ne le sait pas encore. Donc, j'ai été jusqu'à la mort, quasiment, dans la lutte en disant, je ne lâche pas, ça ne m'atteindra pas, je maintiendrai le cap, n'est-ce pas, contre vents et marées. Mais d'autres personnes ont l'intelligence de lâcher au premier coup de vent, et hop,
de lâcher le SPI et on change de cap. Comment on fait ? Alors, je sais bien que tu n'as pas la vérité absolue, Loin de là. mais je m'interroge et je pose la question à beaucoup de gens. Comment on fait si on s'aperçoit qu'on est un peu dans la catégorie, la première catégorie que tu viens de nommer, là, qu'on est un peu dans cette force d'aller jusqu'au bout, etc. Et on fait pas. Parce que la vie, elle nous offre pas tant d'espace pour ça. On n'a plus de temps pour soi. Il y a les enfants à s'occuper, le boulot. Enfin, tout ce que tu as décrit dans ta vie de Superwoman, je pense qu'on s'y retrouve, nous tous, un peu. Oui, mais il y a peu de moments où on peut prendre du recul, analyser les choses, faire de l'introspection. Regarde le nombre de gens autour de nous qui ont pris des claques. Il a fallu aller jusqu'à des claques fortes, qui sont un cancer, une maladie, des deuils, des pertes de job, des pertes financières, des tas de trucs pour arriver à comprendre que oui, il va falloir changer de braquet. C'est-à-dire que l'être humain, je crois que à partir du moment où il possède des choses, qu'il les a construites, qu'il les a mises en place, qu'il les possède, il n'arrive pas, par peur de finitude probablement, par peur de la mort, à se dire « bon, aujourd'hui, il faut les lâcher. Ça, c'est fini. » La finitude, c'est un truc sur lequel on n'est pas câblé. Et comme on a de la peine à l'accepter, on maintient, contre vents et marées et contre toute raison, des activités qui nous dépassent, qui nous abîment, qui nous sont néfastes. Et on voit bien que dans nos habitudes, par exemple, je te prends au hasard, l'habitude de fumer. Je te la prends totalement au hasard. Je ne connais pas une personne qui va te dire que fumer est bon pour la santé. Et pourquoi on n'arrive pas à lâcher cette habitude? Moi, j'ai arrêté de fumer très jeune, pour la simple et bonne raison que pour une grande marque de tabac, j'étais chargée de faire du monitoring dans les années 90 sur le tabac et la santé, et qu'à l'époque, j'ai vu que l'association tabac-pilule était absolument catastrophique. Mon chat est en train de vouloir, par exemple, ton stylo. On va lui donner, il veut participer. Voilà. Comment il s'appelle ton chat ? Mon chat s'appelle Bouchou, et lui, il est dans le désir immédiat, si tu veux. Il va pas du tout dans le processus du deuil de Kubler-Ross. Mais ce que je veux te dire, c'est que quand on voit sur un problème aussi trivial que le tabac, qui n'est pas trivial parce qu'il est complexe, mais qu'on a tout le rationnel, toute l'information, et que même des gens hyper bien câblés et conscients n'arrivent pas à s'arrêter. Quand tu es pris dans des problèmes sociaux complexes et de confort familial et de confort social qui sont tellement mélangés, compliqués, etc., oui, à un moment, il faut que tu prennes une machine à claques pour arriver à lâcher. Et je connais très peu de gens qui fonctionnent à l'homéopathie, qui fonctionnent au signaux faibles, et pour lequel le signal faible est suffisant. Ok, si on pense petit caillou blanc, une expression que t'aimes bien, pour ne pas être dans la vérité absolue, prendre du recul, prendre du temps pour soi, analyser un peu, s'écouter. S'écouter, se respecter, c'est bien. Moi, je pense que les deux piliers de la prise de conscience sont d'une part la confiance en soi, qui est absolument indispensable, et que tant qu'on a ce doute sur soi-même, c'est une porte ouverte à des dérives, et l'autre, c'est de vraiment s'aimer profondément, avec sincérité et avec indulgence, s'aimer tel qu'on est, pas un être parfait, et à partir du moment où on s'aime, se respecter. Et si tu te respectes à ce moment-là parce que tu t'aimes, ça devient beaucoup plus difficile de laisser se mettre en œuvre des stratégies mortifères. Investir sur soi. Investir sur soi. Parce que c'est vain de penser qu'on va sauver l'autre et que c'est la seule raison d'être. Commençons par nous sauver nous-mêmes. J'utilise beaucoup cette analogie quand il y a des turbulences dans les avions. On nous dit d'abord de mettre notre masque pour nous avant de le mettre pour les autres. Dompter la colère. J'imagine que dans ton cas, ça a dû prendre un certain temps comme processus. Comment ça s'est manifesté pour toi, cette colère de ce qui t'est arrivé ? Elle a été lente parce que, comme tu le disais, d'abord il y a eu le processus de sidération qui dure un temps insensé et que moi je retrouve à chaque deuil que je fais, je retrouve ce même processus de sidération où je vois très clairement l'événement et ses conséquences et je n'arrive pas à comprendre dans mon cerveau que cet événement est réel.
C'est-à-dire, je vois la réalité et je lui dénie sa fonction de réel. Et ça, c'est quelque chose... le déni, c'est quelque chose où j'ai une capacité sans fin. Et puis, une fois que ce déni et cette sidération est passé, que tu réalises ce qui est en train d'arriver, en effet, il y a le chagrin et surtout la colère. Et en fait, la colère, alors soyons très honnêtes entre nous, hein, je l'ai rencontrée en 2015, 2016, 2017. On est en 2022, je continue à être en colère. Alors je le suis de façon moins forte, c'est-à-dire que moins régulière. Il y a plein de choses dans ma vie qui me mettent en joie et qui font qui apaisent ma colère. Mais quand je me retrouve dans une difficulté liée au handicap que j'arrive pas à gérer ou que quelqu'un d'autre ne comprend pas, j'ai au fond de moi des colères encore très intenses. Et je pense que la colère est un composant chez moi qui est quasi permanent. Alors que j'arrive à tenir la cocotte minute, mais je ne suis pas réconciliée avec la colère. C'est un processus... C'est un processus très très permanent et très très humain. Et peut-être que l'idée, au fond, ce n'est pas de lutter contre ma colère, mais de l'accepter. Ouais. Il y a le pardon aussi. À qui tu as dû pardonner de quoi ? Je ne suis pas très bonne au pardon. C'est pas mon truc. Je pense que j'ai fait du travail sur le pardon à mes parents, par exemple, mais très très récemment. Je n'arrivais pas très très bien à comprendre ce phénomène jusque-là. Maintenant, je pardonne plus facilement. Par exemple, je n'ai ni besoin ni envie de pardonner à mon chirurgien, parce que je considère que cet homme a peut-être fait une erreur, mais il a fait son boulot. Je lui ai amené un corps. J'ai amené un corps dans l'état où il était. Au mieux, c'était un accident thérapeutique. Au pire, c'était une erreur opératoire. Mais de toute façon, il n'y a pas d'opération à risque zéro. Donc là, il n'y a pas de pardon. Tu vois, il n'y a pas de pardon parce qu'il n'y a pas besoin de pardon. Maintenant, il y a la valeur injustice quand même, non ? Il y a pas, ça pas... oui, mais c'est pas lié à un être humain. C'est injustice du sort. C'est. T'as dû te pardonner toi aussi. Me pardonner plus à moi, si tu veux, de m'être détruite jusqu'à ce degré-là. Mais tu vois, je pense que ma colère et peut-être le pardon sont beaucoup plus autodirigés que dirigés vers l'extérieur. Grosso modo, je me sens pas victime. Je me sens victime de rien ni de personne, peut-être éventuellement de moi. Personnellement, le plus gros deuil que j'ai eu à affronter, c'était le départ de mon papa. Et ça m'a mis 2 ans pour me dire une question horrible à se poser, mais en quoi c'est une bonne nouvelle, en quoi c'est une opportunité. Et combien de temps, toi, ça t'a pris pour essayer de dire, tiens, je vais essayer de découvrir les bénéfices cachés de mon opération ou de ma situation ? Il a fallu qu'il y ait un bénéfice. Et le premier bénéfice que j'ai perçu, c'est la chance d'écrire. Et ça, c'était en 2016-2017. Et c'est vrai que je n'aurais jamais écrit mon premier livre, je ne serais jamais devenue écrivaine sans cette opération. Donc ça a été, je te dis très clairement, 3 ans. 3 ans avant que je découvre un vrai bénéfice. Avant, je suis sortie de l'ornière, c'est-à-dire je suis passée du lamentablement affligé d'un handicap et dépossédée de tout ce que j'étais, à un peu mieux, c'est-à-dire la verticalisation, le fait de marcher avec des cannes et d'être debout avec un déambulateur puis des cannes, et puis de reprendre, non pas une vie normale, mais certains aspects normaux de ma vie, de revivre chez moi, de ne plus être sur un lit médicalisé, tout ça a été des étapes de réparation. Mais ce n'était pas un bénéfice caché. En effet, je retrouvais des choses que j'aimais, qui étaient mon lit, qui était de prendre une douche seule, qui était de ne plus porter de couche, enfin tu vois, des trucs... Je retrouvais une vie décente. Mais là où il y a eu vraiment bénéfice caché, c'est à partir du moment où mon premier livre a été publié, où je me suis découverte écrivaine, et là je savais très bien que si j'avais continué dans ma vie d'avant, sans cette arthrodèse, et sans cette arthrodèse loupée, j'aurais jamais eu le temps ni l'énergie d'écrire. Et ce goût pour l'écriture,
C'est quoi? C'est un rêve d'enfant? C'est quelque chose que tu avais étouffé? Comment tu le définirais? C'était plus qu'un rêve, c'est-à-dire que pendant des années, j'ai vécu, j'avais une enfance pas extrêmement gaie ni riche émotionnellement et culturellement. Donc, en fait, je me suis réfugiée dans les livres. Donc j'ai passé mes 15 premières années à lire goulûment énormément, à rêver, à voyager dans les livres, à voyager dans les musées, à m'extraire. Et puis, d'où un goût de l'écriture qui est arrivé. Et puis, à partir du moment où ce goût de l'écriture est arrivé, où j'étais en train de faire des études, d'écrire, etc., je me suis dit, bon, mon Dieu, j'aimerais bien, en effet, écrire un livre, faire du journalisme, etc. Et à ce moment-là, le chorus des paternels a dit non, de toute façon, c'est des métiers qui n'existent pas, où tu n'excelleras jamais, où tu ne gagneras pas ta vie, sois donc pousse-crayon, ma fille, mais tu ne seras jamais écrivaine. Et moi, j'y ai cru. Donc, je me suis dit, puisque je ne peux pas faire ce que j'aimerais faire, je vais au moins très bien gagner ma vie, parce que comme ça, je les emmerderai tous. Et je les ai emmerdés tous, mais j'ai commencé par m'emmerder moi-même. Parfois, on cherche notre rêve d'enfant, notre mission de vie, un sens. J'ai l'impression que le premier bon réflexe, quand on est en quête de sens, c'est d'aller sur les énergies qui nous font plaisir, dans les univers, sans forcément se soucier de qu'est-ce qu'on va faire, comment on va le faire, combien on va gagner. Qu'est-ce que t'en penses, toi, le fait d'aller se réfugier presque quelque part, se faire du bien, parce que c'est là où on a le plus de chances de rencontrer des gens qui ont des valeurs proches des nôtres, des sujets qui nous intéressent, c'est se reconnecter à notre plaisir finalement profond. Alors, est-ce que j'aurais réussi la même chose si j'étais allée vers l'écriture à 18-20 ans? J'en sais rien. Tu vois, je m'y serais peut-être perdue et j'aurais peut-être pas eu tout le référent que j'ai derrière moi aujourd'hui en écrivant. Donc, honnêtement, j'ai pas la réponse à ça. J'ai tendance à dire que quand on a véritablement une vocation, il faut aller vers elle. Mais en même temps, on laisse se perdre beaucoup de gens jeunes en les envoyant vers des illusions de vie artistique ou qui vont être complètement catastrophiques, ou de vie intellectuelle ou d'études brillantes qui vont être tout aussi catastrophiques. Je crois qu'il faut essayer d'être vraiment en alignement avec ce qu'on est et ce qu'on peut, et que c'est toujours très complexe comme processus. Mais c'est pas la peine d'envoyer quelqu'un comme moi, c'était vraiment pas la peine de m'envoyer faire des mathématiques. Ça m'intéressait absolument pas. Donc c'était pas mon truc. Non, il y avait 15 000 trucs que j'aurais pu faire et qui m'auraient intéressé. Je pense que c'est pas plus mal finalement que je me sois mise à écrire plus tard, parce que j'ai écrit à partir d'un autre être. Et je ne sais pas ce que j'aurais fait plus tôt, et de toute façon, on ne le saura jamais. Et dans je t'ai entendu dire aussi que le monde corporate, le monde de l'entreprise, non, ça y est, c'est bon, t'en as soupé. Pourtant, c'est un milieu aussi dans lequel tu t'es réalisé, qui te plaisait. Je dis que j'en ai soupé, mais je dis que j'en avais soupé vers 50 ans, 55 ans, encore plus à 60, mais que globalement, je m'en suis servi et il m'a servi. Et il s'est servi de moi aussi. Entre mes 20 ans et mes 50 ans, c'était pas Zola. C'était un monde difficile, mais c'est là-dedans que je me suis construite. C'est là-dedans que je suis devenue qui j'étais. Donc, on se construit aussi dans des univers difficiles, dans des univers qui sont... Mais le tout, c'est de ne pas y rester éternellement, puisque c'était pas destiné pour moi à y rester éternellement. Et qu'est-ce qui fait que tu ne retournerais pas, du coup ? C'est qu'honnêtement, ça ne m'intéresse pas. Et que quand on me dit aujourd'hui, mais venez faire une conférence pour expliquer le sens du travail ou le marketing ou la communication, je dis non, c'est pas patent. Aujourd'hui, je veux bien parler de résilience, de sens de la vie, de s'aligner cœur, corps et esprit. Je ne suis plus dans le monde corporate. Et le monde corporate, ne pensez pas que parce que j'y ai passé 40 ans,
je suis pertinente aujourd'hui. Je l'ai quitté il y a pratiquement 10 ans. Mais ça veut dire qu'on ne peut pas se réaliser cœur, corps, esprit dans le monde de l'entreprise, tu crois ? Totalement, on peut. Ouais. Totalement, on peut. Si c'est là qu'on se réalise cœur, corps et esprit, parfaitement. Moi, j'ai des copines avec lesquelles j'étais chez IBM, et je pense notamment à une Allemande brillantissime qui est une de mes amies. Elle s'est parfaitement réalisée comme elle le souhaitait dans le cadre de l'entreprise. Elle a été un très grand cadre dirigeant, elle a fait des choses formidables, et elle en était parfaitement heureuse. Moi, simplement, ça ne me correspondait pas, ça ne m'a vite pas correspondu à l'ensemble de ce que je pouvais faire. Et je me retrouve beaucoup plus dans un Adalette d'aujourd'hui que dans celle qui était sa copine à l'époque, il y a 20 ans. Ce qui ne m'empêche nullement de l'aimer tendrement et d'avoir passé de très bons moments avec elle, d'avoir bien bossé avec elle. Mais je savais déjà à l'époque, ce n'était pas fait pour moi éternellement. Je crois que ton chat m'apprécie beaucoup. Il avait très envie depuis longtemps de faire un podcast. Il m'en avait parlé ce matin. Il est d'une vitalité impressionnante. Impressionnante. Et il n'a pas encore complètement découvert le micro, mais il est tout à fait prêt à te donner un coup de main, je pense. D'ailleurs, il y est, tu devrais faire gaffe. Ça commence. C'est un invité surprise. Ça a été quoi l'impact avec ton entourage ? Sans nommer de personne, mais est-ce que de cette épreuve, de ce renouveau, de ce nouveau regard que tu avais sur la vie ? L'ensemble des gens qui me connaissaient en super organisatrice et en nana plutôt marrante, hyperactive, etc., sont tombés sur les fesses, parce que j'étais devenue un légume, et on ne voyait pas comment j'allais m'en sortir. Objectivement, mes amis plus proches, il y a eu une partie qui a disparu, parce que c'était insupportable pour eux d'avoir, et ceux qui sont restés, en tout cas, ils ne donnaient pas très cher. Ils se disaient, on ira la voir une fois par an avec des chocolats, tu vois, comme les petits vieux dans les hospices. Mais pas plus. Enfin, elle est foutue. Et pour mes très proches, ils avaient perdu celle qu'ils aimaient comme ils l'aimaient. Alors, ils m'aimaient toujours, mais ça a été certainement un choc émotionnel et familial important. Donc en plus, on doit faire son propre deuil, mais on doit aussi assumer et concourir au deuil des autres, quoi. Oui, et puis les autres ont leur deuil à faire, et tout le monde souffre dans un deuil. Et chacun a fait un deuil différent, que ce soit la perte de quelqu'un de cher ou la perte de capacité avec l'invalidité ou quoi que ce soit. À partir du moment où on partage une perte avec quelqu'un, chacun voit la perte devant sa porte, avec son émotionnel, avec ses références, etc. Donc, il n'y a pas de miracle, il faut faire comme ça. Les piliers de ton équilibre actuel, du coup ? Les piliers de mon écriture, c'est-à-dire de mon équilibre actuel, sont mes filles, mes petits-enfants, oui. Ça, c'est mon clan. Et je suis de plus en plus clanique. Dans ce clan, j'ajoute des amis récentes ou anciens. Mon cercle a quand même beaucoup bougé ces dernières années. Et puis, dans les piliers, il y a prendre soin de moi, prendre soin de mon corps, c'est-à-dire, par exemple, maintenir ce corps au moins dans l'état qu'il a récupéré aujourd'hui, ce qui veut dire par exemple aller marcher dans l'eau glacée 2 à 3 fois par semaine pendant 1 heure dans la mer, parce que c'est là que je peux me régénérer. Le longe-côte, j'ai découvert grâce à toi, le longe-côte, c'est marcher dans l'eau jusqu'à la taille au minimum, voire la poitrine. Où là, je fais complètement concurrence à Thomas Pesquet. C'est-à-dire que j'arrive avec une canne et avec la démarche que tu me connais, et le bras de la jeune femme avec laquelle je fais du longe-côte. Dès que je suis immergée, je peux marcher comme si j'étais normale, quasiment, alors selon les courants, etc. Mais je retrouve mon corps d'avant, et je sors de l'eau comme Thomas Pesquet de l'espace, et je suis ravagée. Donc, je partage avec Thomas Pesquet, il ne le sait pas, de grands moments d'intimité. Voilà, mais donc prendre soin de moi, de mon corps, prendre soin de mon environnement, de vivre dans un environnement agréable, d'être entouré par des gens positifs. Moi, je veux plus voir de toxiques, c'est très clair. C'est quoi une personne toxique ? Une personne toxique, c'est les gens qui t'entraînent vers le bas,
qui t'entraînent vers des idées négatives, qui sont des pourvoyeurs de problèmes et pas de solutions, qui vont te montrer tout ce qui ne va pas dans ta vie, ou tout ce qui pourrait aller mal dans ta vie, et qui vont te laminer, te bouffer, et puis, ou te bouffer ton énergie. Mais parfois, c'est des gens qui sans le savoir, crient au secours, qui ont besoin d'aide aussi. D'accord, mais il faut savoir si tu es décidé à sombrer avec eux ou si tu es décidé à rester à bord. Hein. Ou en tout cas, être vigilant, d'avoir l'énergie, que ça ne desserve pas ta propre énergie, voilà, et que tu es en capacité de redonner. Là, moi, je me suis aperçu que dans certains cas, s'il y avait trop de toxicité autour de moi, j'allais y rester, donc il fallait mieux partir. Et ça, c'est une façon de s'aimer soi-même et de se respecter indéniablement. Alors il y a ça, et puis dans les choses importantes dans ma vie, il y a d'arriver à rencontrer des gens, à partager, à écrire, et à avoir ce retour de gens qui lisent mes livres ou qui écoutent mes TEDx, qui me disent écoutez, moi ça m'a aidé, merci, voilà tel point, ça c'est important pour moi. Et les choses et des rencontres et être authentique et s'apercevoir que c'est cette authenticité et elle seule qui parle au cœur des gens. Il y a un courant, alors je vais le dire en anglais parce que c'est difficile de le traduire, mais ça s'appelle eudaimonia, je crois. Et j'avais vu une définition qui m'a bien convenu, c'est que tu as un peu une définition, on va dire, du bonheur, qui était « Do your best at what you're best at for the sake of others ». Je traduis brièvement pour les moins anglophones, mais fais de ton mieux dans ce dont tu es le meilleur pour le bien des autres. Et en fait, donc il y a cette notion de faire de son mieux, de ne pas se culpabiliser, etc., mais d'écouter son rythme, son énergie, etc. Dans ce dont tu es le meilleur, ça peut prendre une vie pour le découvrir, voilà. Pour le bien des autres, donc qui relie avec ce qui nous relie aux autres, quoi. Ça traduit pas mal ce que tu viens de nous dire, je pense. Donc, prendre soin de soi, quelques loisirs aussi. Voilà, je sais que tu es une bonne vivante. La famille. Et puis, cette vocation dont tu parles, qui est l'écriture. Ok. Ce serait quoi, pour clôturer un petit peu ce chapitre de transition là, Alors, je précise, les cailloux blancs, ça t'en parle dans ton livre, c'est parce que tu ne veux pas avoir cette posture haute, mais cette posture humble. Ta parole n'a de valeur que de témoignage. Et tu dis, je laisse des petits cailloux blancs à la fin de chaque chapitre, comme des apprentissages personnels que je partage, et puis les autres les prennent ou pas. Ce serait quoi les menhirs blancs de toute cette grosse transition là, si les gros apprentissages finalement de tout ça? C'est de garder la foi en soi. Ne pas écouter, ne rien écouter d'autre que la confiance qu'on peut avoir en soi. Et la garder. Écouter cette petite voix qui murmure au fond de nous et qui ne demande qu'à crier. Ça va aller. Il y a quelques sujets peut-être d'actualité, de société, voilà, on discute, que j'aimerais bien aborder avec toi aussi. Je sais que tu étais une femme de cause aussi, alors pour le handicap, bien sûr, sur lequel tu essayes de contribuer beaucoup, sur le féminisme aussi. Et moi, je suis un homme et c'est pas facile de comprendre, je te l'avoue, toujours un petit peu la période du féminisme actuel. Et je voulais t'en parler parce que j'ai l'impression que les hommes, on est un peu déconnectés de cette époque du féminisme qui a l'air d'être, c'est ma perception, ça n'engage que moi, mais plus contre que pour quelque chose. Qu'est-ce que tu en penses ? Comment on peut réconcilier les hommes avec la cause du féminisme ? Je sais pas d'abord s'il y a besoin de les réconcilier, mais en tout cas, il faut voir qu'on a vécu pendant des années dans une société totalement patriarcale. Ça, c'est une réalité dont vous n'êtes pas particulièrement, vous, aujourd'hui, responsable. C'est le fait de l'histoire. Et l'histoire change et on va vers une société où la femme et l'homme, Dieu merci, ont une parité qui est enfin possible, alors que les femmes aient eu besoin de ce moment de rassemblement entre elles ou de ce moment de violence aussi, des dénonciations collectives avec MeToo, etc., c'est une bonne chose. Et il faut l'accepter parce qu'il n'y avait pas d'autre moyen que que d'ouvrir les consciences et d'ouvrir les yeux, que de dénoncer un certain nombre de choses qui se sont passées, comme les abus sexuels, comme l'injustice sociale, comme l'injustice salariale dans l'entreprise. Enfin, il y a mille dossiers qui sont clairs et nets sur ce sujet.
C'est sûr que ça n'a pas été confortable pour les hommes, mais que ça n'a pas été confortable pendant des années pour les femmes. Et puis, bon, je pense qu'une fois que les choses... qu'il ne sera plus possible d'avoir de comportements abusifs parce que ces comportements sont immédiatement aujourd'hui dénoncés, mon Dieu, les choses vont se réguler d'elles-mêmes. Donc, il n'y a pas une lutte fratricide entre hommes et femmes. Il y a juste un rééquilibrage qui se fait violemment actuellement. Oui. Peut-être que je réalise que ma question n'était peut-être pas bien tournée, mais comment nous, les hommes, on pourrait plus contribuer à cette cause du féminisme, peut-être aussi? Moi, je pense que ta génération y contribue déjà. Je vois autour de mes petits-enfants des pères et par conséquent des maris ou des compagnons pour mes filles qui ont des comportements très différents de ce que j'ai pu voir parmi mes amis. Je veux dire, cette génération de pères est beaucoup plus proche de leurs femmes, ils les soutiennent, ils partagent les tâches ménagères, ils partagent les soucis de travail, ils partagent les nuits sans sommeil. Donc, on est le monde est en train d'évoluer, vous êtes en train d'évoluer, et le tout, c'est que vos femmes continuent à exiger et à vous inciter à évoluer. Et le seul danger, il vient de nous-mêmes, il vient du fait que dans des périodes de crise, on sait très bien que les premiers droits qui sont en pleine régression, ce sont les droits des femmes. Regarde le problème de l'avortement aux États-Unis. Donc c'est là où il faut être vigilant. C'est pas, moi, je ne suis pas inquiète sur l'avenir de l'homme et de la femme et sur la parité. Je suis inquiète sur des tentatives dictatoriales et récessive de blocage des droits et de la parité. Et du style, on renvoie les femmes à la maison. C'est le modèle patriarcal qui est en train de mourir sur lui-même et qui résiste ? Je sais pas, je pense que le modèle paritaire n'est peut-être pas encore suffisamment solide pour maintenir son existence dans des périodes de récession, dans des périodes de guerre, dans des problèmes économiques, de crise économique, etc. Le Covid a ramené les femmes à la maison par force et on s'est retrouvés avec des hommes dans des maisons, tout le monde étant en télétravail, indéniablement, parfois la partie gestion de la maison est restée aux mains des femmes, qui n'en demandaient pas tant parce qu'elles avaient elles aussi des tâches professionnelles à accomplir. Un autre sujet que j'avais envie d'aborder avec toi, parce que tu dis je n'écoute plus les prédicateurs, notamment ceux qui t'avaient dit que tu ne remarcherais pas, mais j'ai cru lire en sous-texte un peu de tout ce qui est dans notre époque, un peu dans ces défis environnementaux, de tous ces prédicateurs qui nous disent que tout va s'effondrer, etc. Pourtant, il y a des signaux. Tu habites dans une région qui a été particulièrement touchée, il y a quand même des signaux. Enfin, je veux dire, j'ai l'impression qu'on est dans une époque où il y a un paradoxe, où on doit quelque part activer ce qu'on disait tout à l'heure dans la courbe de deuil d'Elisabeth Kubler-Ross. C'est-à-dire qu'on doit s'indigner, on doit être en colère, on doit avoir peur de ce qui arrive, et en même temps, on doit transformer ça en quelque chose de positif. Ma question, ce serait comment tu gères ce qu'on appelle aujourd'hui l'éco-anxiété ? Moi, je crois que ce qu'il faut ne pas oublier, c'est que ce n'est pas parce que c'est dit dans la presse ou écrit sur les réseaux sociaux que c'est vraiment vrai. Donc, il y a, dans tout ce que tu lis, dans toute cette éco-anxiété, toute une série d'intox, de désinformation, de mensonges, de semi-vérités, de vérités tordues, de gens bien sous tout rapport qui veulent absolument te convaincre, etc. Et ça, c'est à ça que je ne veux pas me soumettre, c'est-à-dire à ces espèces de gourous, de prophètes, d'agents toxiques, de gens qui veulent penser pour moi. Oui, en effet, la région d'Arcachon a été... la Gironde a été bouleversée par les incendies. Et les incendies, ça veut dire qu'il faut réfléchir, en effet, à la politique du feu, à la forêt, etc. Mais y réfléchir avec notre esprit, notre cœur, et pas forcément en suivant la ligne d'extrémistes ou de juxtoboutistes, de quelque bord que ce soit. Donc,
Simplement, il faut s'informer, il faut faire l'effort de s'informer et de vérifier les vérités et les contre-vérités. Et de ne pas accepter tout ce qu'on vous dit, toute la désinformation qui est incroyable. Il n'y a plus un canard sur lequel on peut faire vraiment confiance. Il faut en permanence faire du fact-checking. Donc c'est ça ce que je dis. Je dis, les oiseaux de mauvais augure, passez votre chemin, parce que j'ai pas du tout envie de me soumettre à cette toxicité. Ce serait quoi pour toi le grand défi du XXIe siècle ? Attention, question philosophique. Le grand défi du XXIe siècle, il est social, et social au sens large, c'est-à-dire que le climat rentre dans le social, c'est comment on va partager, comment on va garder un monde possible, et un monde où tout le monde peut vivre d'une façon raisonnable. Parce que c'est beaucoup plus large, c'est vraiment à l'échelle planétaire que ça se joue, tout ça. Donc pour Nadalette, le 21e siècle sera social ou ne sera pas. Très bien. On n'est pas loin de conclure, Nadalette. J'ai un peu le sentiment, en t'écoutant, que t'es passé, tu décris ta vie d'avant comme la vie de Superwoman. J'ai l'impression que t'es devenue Wonder Woman. Maintenant, je sais pas si tu sais, mais ce personnage de Wonder Woman, il a été créé par Marston, qui est un psychologue aussi. Et c'est je pensais à ça parce que justement, c'est une figure du féminisme, Wonder Woman. En tout cas, il l'a créé comme ça. C'est la princesse Diana, figure-toi, d'une tribu d'Amazones dont les origines sont liées à la mythologie grecque. Donc voilà. Et elle a différents pouvoirs surnaturels et des cadeaux qui lui sont donnés par les dieux, comme un lasso magique qui détecte la vérité et provoque une sensation de brûlure en cas de mensonge, et des bracelets à l'épreuve des balles. Donc j'ai trouvé que, voilà, dans la métaphore et la continuité de Superwoman, Wonder Woman, t'allais bien. Ah, moi, tu sais, les films de super-héros, j'adore. D'accord. Ça fera l'objet d'une seconde interview, peut-être plus tard. Nadalette, je lance une tradition avec toi où c'est l'invité qui a le mot de la fin sur la question « Qu'est-ce qu'être capitaine de sa vie selon toi ?» Le temps que tu réfléchisses à ta réponse, j'en profite pour vous donner rendez-vous dimanche 4 décembre pour un nouvel épisode de Capitaine au Capitaine. Sachez qu'il reste quelques places aussi pour les ateliers collectifs. Donc, inscriptions et renseignements sont disponibles sur lescapitaines.com. Où vous pouvez également faire votre autodiagnostic gratuitement cette fois pour avancer sur votre quête de sens. Voilà, c'est une étude aussi qui nous permet de collecter les ressentis des personnes qui sont en quête de sens ou dans leur transition. Donc allez faire un tour sur le site des Capitaines. Pensez à vous abonner aussi, je suis pas encore très professionnel là-dessus, mais pensez à vous abonner et à mettre des petites étoiles ou des pouces bleus, j'en sais rien, mais en tout cas à liker pour que d'autres personnes puissent découvrir le podcast et que vous soyez avertis des prochaines échéances. Voilà, merci à toutes les personnes qui coopèrent et qui favorise l'émergence des capitaines. Je vous laisse, et merci à toutes et à tous aussi de nous avoir écoutés, je vous laisse sur une citation de Boris Cyrulnik, qui est un peu le dépositaire du terme de résilience au sens psychologique du terme, et qui a dit « La résilience, c'est l'art de naviguer dans les torrents ». Voilà, un petit clin d'œil, lui aussi fait un petit clin d'œil au capitaine. Merci à toi Nadalette pour ton accueil, ton partage, ta posture basse, ta sagesse, ton grand cœur. On rappelle bien sûr que ton nouveau livre est disponible dans toutes les bonnes librairies, qu'il s'appelle « Nos tempêtes sont à la hauteur de nos rêves » et c'est aux éditions Très Daniel. Nadalette, qu'est-ce que c'est pour toi être capitaine de sa vie ? Alors, je vais te dire, soyez prêts à être gymnaste, parce qu'il s'agit en fait simplement de vous prendre dans vos bras, de mettre la tête sur votre épaule, vous voyez déjà que ça, c'est pas pratique, et de vous aimer intensément pour pouvoir ensuite vous pencher vers l'autre et l'aimer vraiment. Merci Nadalette.